Bonjour à tous, moi je vais vous parler d'une méthode pour identifier des transmetteurs à partir de simplement des signaux qu'ils envoient sans utiliser des codes d'identification dans les messages. Alors pourquoi ça? On va rester dans le même contexte par exemple que la présentation précédente. Quand on est en IoT, par exemple sur le protocole Sigfox, on commence à se retrouver avec des paquets dont la moitié des données qui sont transmises correspond à l'entête, et donc principalement à des codes d'identification des transmetteurs. Donc ça commence à devenir énorme. Et si on avait un moyen de se passer de ce code d'identification, on pourrait avoir des gains de 20, 25%, 30% de performance en plus. Donc ça pourrait se convertir en soit plus de données utilisateurs, soit moins de consommation de ressources ou ce genre de choses. Et donc pour ça, ça nous permettrait d'augmenter la capacité de la charge utile, mais en même temps potentiellement de réduire la capacité de certains attaquants à se faire passer pour ces mêmes nœuds. Et aussi éventuellement, ça augmenterait la capacité de certaines personnes à identifier un tel est en train de parler, tel nœud est en train d'émettre, donc il se passe quelque chose. Donc une question de privacy, ça peut être gênant, mais on verra que ce n'est pas forcément tout de suite inquiétant. Alors, pour identifier qu'est-ce qui transmet, on peut imaginer plusieurs solutions. Alors, premièrement, c'est une espèce de voie de la couche radio de l'émetteur radio, donc des imperfections au niveau des oscillateurs, de l'antenne par exemple, ceci, cela. Et aussi éventuellement les caractéristiques précises du canal qui est entre l'émetteur et le récepteur. Donc on va voir plus précisément qu'est-ce qui marche le mieux pour l'instant. Et la méthode qu'on a choisie pour faire ça, c'est d'utiliser des réseaux de neurones. Donc pourquoi ça, en plus du fait que c'est un peu un buzzword en ce moment, c'est que, mine de rien, le fait d'identifier une éventuelle voie de la couche radio, on est très proche d'une reconnaissance de voix humaine, par exemple, et actuellement, c'est l'état de l'art, ce qui se fait de mieux, ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser justement ces réseaux de neurones. Donc on a des méthodes qui existent actuellement dans ce domaine, donc on s'est dit pourquoi ne pas transmettre les compétences vers notre tâche. Et pour faire nos expériences, parce qu'on n'avait pas non plus envie de faire des choses en simulation, donc on s'est dit qu'on allait utiliser Cortex Lab. Donc en plus, étant donné que je fais partie du même labo que Cortex Lab, ça facilitait les choses. Et donc ça nous permet de facilement avoir accès à beaucoup de nœuds différents, donc potentiellement beaucoup de voies différentes, beaucoup d'exemples différents. Et aussi, comme la salle est isolée du monde extérieur, ça nous promet des expériences qui sont beaucoup plus répétables, et on va voir qu'effectivement ça marche assez bien. Donc je vais commencer par une petite introduction à quels éléments des réseaux de neurones on utilise, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas tout à fait familier avec ce genre de domaine. Donc quand on parle de réseaux de neurones ou de deep learning, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est approximer une fonction, n'importe laquelle. Donc une fonction qui prend un certain nombre d'arguments et qui ressort quelque chose d'autre. Et l'élément de base, en fait, d'un réseau de neurones, donc c'est quand on a un seul neurone, et donc c'est ceci, ça c'est un neurone. Donc on prend un certain nombre d'entrées, on va effectuer une opération linéaire, donc avec une certaine matrice qui est à l'intérieur de ce neurone, une matrice de poids. On va simplement avoir une multiplication avec les différentes entrées. On va ajouter un biais qui est également appartenant à ce neurone. Donc ça va nous donner une représentation intermédiaire, et on va faire passer ceci dans une fonction qui est celle-ci non linéaire, qui nous permettra d'avoir des caractéristiques un peu plus complexes. Et donc ça nous donnera une approximation, par exemple Y chapeau. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que cette approximation soit la plus proche de la fonction approximée. Donc là, la difficulté, elle n'est pas algorithmique, parce qu'on est simplement sur des opérations, sur des multiplications et des additions de matrices. La difficulté, ça va être de précisément affecter les poids et le biais à la bonne valeur qui va donner le résultat qu'on souhaite. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Et donc ces neurones, quand on n'en a qu'un seul, on ne peut pas espérer avoir des résultats très complexes, mais on peut assez facilement les empiler, et les empiler sur plusieurs couches différentes. Donc on peut imaginer que ça c'est un neurone, ça c'est un autre neurone, etc. Et donc dans une couche, chaque neurone va opérer sur les sorties des neurones précédents. Donc à partir de là, on a vraiment un réseau de neurones, c'est la manière la plus simple.
Et historiquement, il y a eu des manières un peu plus complexes de gérer les entrées. Et donc, par exemple, une qu'on utilise, c'est la couche convolutionnelle. Et donc ici, plutôt que d'avoir le neurone qui opère sur toutes les sorties de la couche précédente, ou sur toutes les entrées de notre fonction, en fait, le neurone va se comporter simplement comme un filtre, donc il va avoir un certain nombre de poids fixes et limités, et en fait, il va opérer petit à petit avec une opération de convolution sur ces entrées. Et c'est très pratique parce que ça nous permet de réduire de beaucoup la quantité de poids dont on a besoin, donc le nombre de poids qu'on a besoin de chercher, etc. C'est beaucoup plus rapide à apprendre. Et ça force aussi le fait d'avoir une invariance en translation sur les entrées. Donc ça a deux aspects assez pratiques pour nous. Et donc dans l'architecture qu'on utilise, donc, on va reprendre ces deux couches de convolution et deux couches simples, comme j'en ai parlé précédemment. Et donc ce neurone, en fait, enfin ce réseau, son objectif c'est de travailler sur des échantillons bruts qu'on va récupérer de GNU Radio, donc en complexe. Donc on a en gros on a 600 échantillons complexes, donc avec 2 dimensions, qui vont être donnés sur la couche convolutionnelle. Et l'objectif va être de prédire quel émetteur a transmis le paquet en question. Donc pour ça, il faut qu'on émette des paquets, justement. Donc c'est là que GNU Radio intervient, ainsi que Cortex Lab. Donc j'imagine que vous ne pouvez pas lire grand-chose, mais la chaîne est relativement simple. Ça, c'est la chaîne d'émission qu'on utilise. Donc en fait, on génère des échantillons aléatoires qu'on va moduler. On va la découper en différents paquets et on va les mettre sur le SRP. Cette partie-là sert à synchroniser, à dire « Ok, on va commencer l'émission ». Et cette partie-là permet de gérer éventuellement si on souhaite faire varier ou pas la puissance d'émission pendant l'exécution du graphe GNU Radio, parce qu'en fait, dans Cortex Lab, actuellement, il est assez difficile d'interagir en cours d'expérimentation pour modifier des paramètres, par exemple avec des sliders ou ce genre de choses. Donc, ça nous permet de faire varier ça si on le souhaite. Donc, comme je le disais, au niveau du récepteur, en fait, on va enregistrer simplement les échantillons qu'on reçoit et on va les traiter plus tard offline. Et donc, vu qu'on a plusieurs émetteurs possibles dans Cortex Lab, en fait, on en a choisi 21 qui sont sur des USRP, et donc on a 21 possibilités de transmetteurs. Et on émet 50 000 paquets par transmetteur, ce qui nous fait plus d'1 million d'exemples dans un set de données. Et donc ce set de données, on va s'en servir avec 70% des échantillons qui vont être utilisés avec l'algorithme d'apprentissage qui va nous permettre d'apprendre les poids du réseau de neurones. 10% qui va nous permettre de vérifier en cours d'apprentissage si tout va bien. Et 20% qui vont nous permettre de vérifier avec une assez bonne fiabilité quelle est la précision du réseau une fois qu'il a appris. Donc voilà, l'entraînement et l'exécution de notre réseau actuellement se fait hors ligne, donc pas sur du GNU Radio, on est en Python avec TensorFlow. Et à terme, on pourra imaginer le faire en ligne. Et on utilise au moins 30 000 batchs de 100 échantillons, donc ce qui nous fait environ 3 fois la quantité d'échantillons dans un dataset. Et le test, on va avoir 2 métriques différentes qui vont nous intéresser. C'est quelle est la précision qu'on va obtenir sur le même set de données qu'on a utilisé pour faire l'entraînement. Ça va nous permettre de vérifier est-ce que notre réseau est effectivement capable d'apprendre sur les données. Si on n'a pas déjà cet élément, ça veut dire qu'on a un problème. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir une bonne précision sur cet aspect-là, on va voir est-ce que sur d'autres sets de données qu'on a récupérés à d'autres moments ou éventuellement dans d'autres conditions, est-ce qu'on a une bonne précision, est-ce que le réseau est capable de générer sur d'autres conditions. Donc on va commencer par la première partie. On peut avoir effectivement une bonne précision sur des sets de données. Donc là, on a généré 5 sets différents avec les mêmes paramètres, mais chacun est testé sur son set et on a environ 95% de précision. Donc, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, on va introduire quelque chose qui nous permet de vérifier qu'effectivement ça marche assez bien, c'est la matrice de confusion. Donc en fait, on montre pour un transmetteur qui a effectivement transmis, quelle est la valeur qui a été prédite par le réseau de neurones. Et donc l'idéal, c'est d'avoir une matrice complètement identité. Et on en est très très proche.
Donc après, la deuxième partie, c'est de voir est-ce qu'on peut effectivement généraliser. Et ça marche, donc on peut tester. Donc on a 4 datasets qui ont été générés de manière assez proche. Et quand on les teste les uns par rapport aux autres, on a toujours environ 95% de précision. Sauf que vous pouvez remarquer que la dernière ligne, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui a été remarqué assez rapidement et qui a pu être testé assez vite. Donc effectivement, quand ce n'est pas le cas, le réseau est complètement perdu, il prédit complètement n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc ici, on a une représentation assez schématique de la salle Cortex Lab avec les différents nœuds utilisés, avec le récepteur qui est celui-là. Et en fait, on constate que simplement en bougeant une chaise de 1,80 m, tout est complètement changé. Donc, ça nous indique que le réseau est vraiment extrêmement dépendant à l'état du canal, et donc on peut en déduire assez peu dépendant aux caractéristiques précises des cartes radio, mais vraiment des caractéristiques du canal. Donc on a besoin d'entraîner notre réseau sur des données un peu plus complexes, parce que pour l'instant on l'entraînait avec une puissance fixe et avec un canal qui ne bouge absolument pas. Et donc on a besoin d'avoir des sets de données qui présentent plus de données différentes, plus de cas différents. Et donc un premier cas est de faire varier la puissance d'émission, parce que en fait, comme chaque carte radio émet toujours la même puissance précédemment, et ben au niveau du récepteur, vu que les distances ne sont pas les mêmes, simplement l'amplitude n'est pas la même, l'amplitude reçue n'est pas la même. Donc on va chercher à émettre avec différentes amplitudes sur chaque émetteur. Donc ça c'est déjà fait, et on obtient une précision un peu plus faible, mais qui est quand même relativement raisonnable, donc 80% sur le même dataset, et on est capable d'aller regarder des datasets avec des puissances d'émission différentes, et on aura de manière relativement fiable à peu près 70%. Et après, la deuxième étape, qui est un peu plus complexe et qui est en cours d'exécution, c'est de faire varier le canal pendant la récupération du set de données. Et pour ça, notre idée, c'est de faire rouler un petit robot dans la salle d'expérimentation avec des gros panneaux métalliques pour faire bien des réflexions un peu partout, histoire d'avoir vraiment un canal qui varie en permanence. Et donc si en plus on combine ça avec le fait de faire varier la puissance d'émission, on peut imaginer qu'on aura quand même quelque chose d'assez représentatif de ce qui peut se passer dans le monde réel, et en même temps d'assez répétable, parce que la salle est isolée, donc on n'aura pas d'interférence. Et donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus robuste, on espère, à la variation du canal. Donc en conclusion, pour l'instant, on a quand même quelque chose d'assez fiable tant que le canal ne bouge pas. Mais voilà, on est très dépendant au canal encore. Et par contre, ce que ça nous dit pour la salle de Cortex Lab, et peut-être que ça vous intéressera, c'est que, bon, déjà, on constate que c'est relativement facile d'expérimenter, parce que là, actuellement, j'ai un script, je le lance et ça me fait toute mon expérience sur tous les nœuds différents et ça me gère les résultats à la fin. Et en plus de ça, on a constaté que le simple fait de bouger une chaise d'1,80 m est capable de changer complètement le canal. Ça veut dire que le canal alors que quand on ne bouge pas, le canal ne bouge pas du tout. Donc ça veut dire que vraiment la salle tant que rien ne se passe, le canal est vraiment extrêmement fixe. Ce qui est pratique pour répéter des expériences. Donc voilà, en perspective, donc on va continuer à travailler là-dessus, donc en introduisant les robots par exemple. Et derrière, on va continuer à utiliser la salle Cortex Lab pour d'autres aspects deep learning et renforcement. Et notre objectif actuel pour la suite, ça va être de tester des modules pour faire de la synchronisation du paquet en réception. Voilà, je vous remercie. Du coup, si j'ai bien compris, vous voulez faire une identification à partir des nœuds, à partir du signal. Donc en fait, ici, l'identification du nœud, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la couche physique? Oui. Ou bien c'est... on travaille sur les échanges. C'est le circuit en lui-même. Ouais. Oui, on cherche à identifier. En lui-même, ça serait intéressant d'essayer de regarder, de relier deux USRP avec un fil, et de regarder s'il y a une signature physique. Parce que là, en fait, on va voir plus le canal que le circuit. Oui. Du coup, l'identifier du circuit est un peu compliqué, parce que le canal est
plus présent que le circuit en lui-même. Mais il y a eu des expériences préliminaires qui ont été faites et c'était beaucoup plus compliqué d'apprendre sans le canal. Ouais, et à voir si on arrive à récupérer une petite signature quand même du design physique du circuit et d'essayer de le retrouver même avec le train. Je pense. C'était l'idée initiale, non? C'était l'idée initiale de Jacob, je crois, que il semblerait qu'on n'arrive pas à le faire par ça. D'accord. Parce que du coup, moi, quand je fais de la reconnaissance de canal, je ne vois pas du tout le circuit. Parce que du coup, moi, je travaille que sur le canal et le circuit n'influence pas. C'est ça. Pas de questions?